bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof d'éthique à l'Université Laval. Bienvenue à votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle. Dans cet épisode, j'ai la chance d'avoir avec moi une femme extraordinaire, une Wonder Woman de la recherche en intelligence artificielle. Nadia Nafi est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Nadia? Bonjour Jean-François, ça va très très bien. Très, très bien. Content Très très que... bien. Oui, Très, avec très la fin bien. de la session, l'hiver qui est juste à côté, là. Alors, tout est super beau. Oui, là, c'est le temps que ça achève, hein. Moi, je commence à recevoir des courriels avec des points d'exclamation, là. C'est toujours le signe ultime pour se dire que la session, il faut que ça se termine. Écoutez, Nadia, je la croise souvent à l'université. On se croise dans les corridors de l'université Laval. Pour celles et ceux là, qui, en France, ne le savent pas, là, l'université de Laval, il y a plusieurs corridors, des kilomètres de corridors là, sous la terre qui permettent de faire le pont là, entre les différents pavillons parce que ici, non seulement il pleut, mais il fait froid. Fait qu'en hiver, Nadia, tu seras d'accord avec moi que c'est le fun d'emprunter ces beaux Absolument. corridors. Donc, on se croise, on n'a pas le temps de se parler, puis on se tape dans la main en passant. Mais là, aujourd'hui, Nadia, on va prendre le temps. J'ai pour toi le beau 45 minutes. Là, on va essayer de discuter de tout ce que tu fais. Ben non, ça va être impossible de faire le tour de tout ce que tu fais. Mais quelques thèmes que j'aimerais aborder avec toi. Nadia, elle est prof ici à l'université, à la faculté d'éducation. Elle est aussi titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique. Donc, vous voyez un peu les liens avec l'intelligence artificielle qui s'en viennent. Elle s'intéresse donc aux innovations pédagogiques en général, je dirais, aux expériences d'apprentissage numérique. On voit ça là, sur ces publications, l'enseignement en ligne, à distance, hybride, commodal, nommez-les. Littératie aussi numérique, donc qu'est-ce qu'on apprend, comment on apprend à se débrouiller. Et évidemment, si elle est là aujourd'hui à IA Café, c'est parce qu'elle s'intéresse aussi à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces différentes expériences d'enseignement et d'apprentissage. Puis elle pose de bien belles questions là, sur la nature, sur le rôle plutôt de la personne enseignante à l'ère de l'intelligence artificielle. Nadia, est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que j'ai appuyé sur les bons mots là, pour te décrire? Qu'est-ce que je peux ajouter Ouais, là? ouais, ouais, c'est super. On va juste ajouter une petite information à la fin de ma chaire, c'est Banque nationale, parce que c'est la Ah Banque oui, c'est vrai. nationale qui appuie la clé. Donc ça, c'est un élément important. L'autre chose importante, c'est vraiment mes travaux se penchent vraiment sur toute la question de la conception pédagogique. Donc, les groupes avec qui j'interagisse le plus, c'est les conceptrices et les concepteurs pédagogiques qui sont en train de réfléchir et puis de créer, puis imaginer toute la question de l'enseignement, de la formation, du développement professionnel dans un milieu de travail qui est en train d'évoluer d'une façon extraordinaire, exponentielle. Et puis, euh, on est arrivé à un moment où on peut plus attendre et puis réagir. On doit être proactif et puis vraiment se lancer dans le temps et puis nous préparer pour aller plus rapidement que ce qui est en train de se passer autour de nous. Donc, ce groupe-là, dont je suis hyper fière, je crois qu'ils ont, et puis elles ont un rôle hyper important vraiment dans tous les contextes. Tous les contextes. Il n'y a pas un contexte où il n'y a pas un humain qui doit apprendre et puis qui doit continuer à apprendre et puis qui doit apprendre, à continuer à apprendre. Donc, c'est tellement complexe. Et puis, ces personnes-là, dont je suis encore une fois, c'est comme une fierté que j'ai, que je travaille avec ces groupes-là, sont au cœur de mes travaux. Donc, je voulais juste amener cette petite précision. Génial, on voit bien toute ta passion. Écoutez, si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'elle est passionnée de tout, impliquée un peu partout. Écoutez, on va sauter dans le cœur du sujet, Nadia.
Il y a quelques semaines, j'animais un beau webinaire pour souligner l'anniversaire de ChatGPT. T'as-tu fêté ça, Nadia? ChatGPT, 1 an, non? Ah oui, je me suis acheté un beau gâteau au chocolat. Évidemment. Donc, on disait dans ce webinaire que l'IA, c'est partout. Ça a déjà transformé plusieurs domaines. Le domaine de l'emploi, la santé, quoi d'autre? Développement urbain, le champ militaire, le monde du divertissement, évidemment, le sport, les transports, la recherche universitaire, le droit, l'art, tiens, on les a même pas tous nommés. Mais parmi les domaines, il y a le domaine de l'enseignement aussi qui semble bouleversé par tout ça. Plusieurs promesses. On nous promet toutes sortes de choses. Il y a plusieurs défis aussi, sinon problèmes, mais je pense que tu mieux le mot défi. Parlons des promesses, peut-être, là, de l'intelligence artificielle dans le monde de l'enseignement, de l'apprentissage. Euh, Évidemment, là, si on n'injecte pas tous ces beaux millions de dollars en intelligence artificielle, s'il n'y avait pas des promesses enthousiasmantes, je te voyais, tu utilises l'IA, même dans tes présentations, là, plein d'images produites par Dali, donc on te sent assez plutôt techno-enthousiaste. Tu sembles t'amuser beaucoup avec tout ça. Est-ce qu'il y a des promesses pour toi là, qui sont... C'est quoi les promesses les plus enthousiasmantes, Nadia? Là? Rêvons un peu. Là. Ouais. C'est quoi là, Écoute, les promesses là, que tu peux nous faire? Là? ouais, je vais amener ce que mes explorations, mais avant que, tu sais, comme on a notre 40-45 minutes ensemble, je veux juste m'assurer que tous mes propos, ok, que j'ai partagé avec vous, sous le parapluie, si vous voulez, de l'utilisation éthique, critique, responsable de l'intelligence artificielle. Donc, je vais pas m'attarder à, pardon, parler beaucoup des questions qu'on sait tous et toutes, qu'on doit vraiment faire attention et puis, tu sais, comme s'attarder à ces enjeux éthiques. Pour ne pas prendre tout l'espace pour parler de ces enjeux-là, je préfère que on va Oui, vraiment c'est aborder, intéressant. comme tu le dis, les promesses. Mais encore une fois, j'amène les promesses, j'amène toutes mes explorations, mais sous ce parapluie-là, vraiment, c'est comme toutes C'est mes bien, ça permet utilisations d'aller qui est, ailleurs il aussi. Là, on faut parle toujours des absolument, biais, bon, voilà, parlons d'autres choses, là, absolument. parce en tout cas, nous autres, Ouais. on a fait Alors, un bout, là, je dirais, là-dessus. Donc, pour les étudiants, oui, si on se met à la place pour des les étudiants, étudiants. par exemple, c'est quoi les promesses si on se Ouais. projette dans l'avenir, là, qu'est-ce qui les attendent? Écoute, tu as parlé de ChatGPT. Et puis, ChatGPT 4, moi, là, je vais l'intégrer dans mes cours. C'est simple, là. C'est simple et puis très, directement, je vais t'en parler parce que tout simplement, là, ChatGPT, il a la possibilité. ChatGPT est un exemple, OK? Donc, je vais faire un petit step back, un pas en arrière pour dire l'intelligence artificielle et puis que ça soit générative ou autre, je la considère comme un outil. Donc, c'est vraiment, encore une fois, dans mes propos, c'est un outil, Mhm. ok, un outil qu'on va pouvoir explorer, expérimenter avec, l'utiliser pour capaciter nos apprenants, nos capacités dans nos tâches et puis dans nos performances. Donc, quand on le considère vraiment comme un outil qui va venir capaciter nos étudiants, on peut penser à plein d'utilisations. Quand on parle, tu sais, comme de ChatGPT ou autre, toute la question de recherche, de synthèse d'informations, de même assistance linguistique. Je connais, comme dans mon domaine en technologie éducative, j'amène beaucoup de textes qui sont en anglais, puis j'ai des étudiants et étudiantes qui ont de la difficulté à lire des textes en anglais. OK, mais utiliser DeepL, ça va faciliter, ça va donner une Ben accessibilité oui, à des étudiants que d'habitude, ils peuvent pas pour lire des textes en traduire, anglais. sont tellement bons, là. Exactement. Ben oui. Oui, et puis on n'a pas besoin d'avoir, oui, on sait que ces outils ne vont pas remplacer l'humain, puis il y a toute la nuance qui vient avec la langue, mais au moins les éléments clés de ces textes-là peuvent être traduits et puis nos étudiants peuvent avoir accès à ceci. Mais aussi, il y a plein d'outils. Je suis en train de travailler maintenant avec un groupe d'étudiants en génie puis en andragogie pour aller chercher des outils qui peuvent exactement ce qu'on est en train de dire là, appuyer dans le En travail des étudiants. Et puis, il y a andragogie, des Nadia, études. avant que je te laisse aller. Andragogie, c'est, oui, andragogie, c'est comme la pédagogie, mais c'est l'apprentissage des adultes.
Ah, Donc, voilà. parfois, OK. comme quand on parle de la pédagogie, oui, parfois quand on parle de l'andragogie, c'est quand on parle vraiment de l'apprentissage adulte. Euh, OK, excuse-moi. Oui. et donc, il y a des outils qui vont aider à créer des instruments pour faire des révisions, pour faire des tests, donc pour vraiment comme aller chercher des questions qu'on peut pour préparer les étudiants, pour les étudiantes et étudiants pour leur examen. Avec ChatGPT, maintenant, on peut créer notre propre GPT. Alors, un étudiant et une étudiante peuvent carrément là, créer leur propre GPT qui va être leur propre professeur qui va les guider dans la préparation pour un examen, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'outils qui vont pouvoir Vraiment. venir les accompagner, puis même concernant la révision linguistique. Moi, je l'utilise. Et puis, c'est pas, d'habitude, je demande à des collègues de lire après moi un texte parce que le français, c'est ma deuxième langue, l'anglais, c'est ma troisième. Originellement, je suis libanaise, donc l'arabe, c'est ma première langue. Puis, on a plein d'étudiants internationaux, on a plein d'étudiants qui viennent de partout. Et puis, on peut pas s'attendre à ce que le français soit un français Mais non. impeccable. Donc, ils ont Souvent, besoin de révision souvent, ils linguistique. sont Ils jugés sont plus durement à cause pénalisés. de ça, là. Ben oui. Absolument, absolument. Alors, avoir des outils qui vont pouvoir les aider pour améliorer leur texte, je vois pas pourquoi ça, c'est au contraire. Et puis, une des choses que je demande à mes étudiants, je leur dis, utilisez-le. Et puis, on peut demander carrément à l'outil, à ChatGPT ou autre, de nous lister, de faire une liste des corrections qu'il a faites et de nous expliquer pourquoi on a fait une telle et X erreur. Et puis, est-ce Oui, que puis tu c'est peux plus imaginer prudent aussi combien parce que d'apprentissage? Exactement. tu sais, c'est plus Alors, tu prudent. vas Tu dis, pouvoir. l'outil, il dit, bon, j'aurais pu faire. Moi, je suggérais telle modification pour telle raison. Donc, ça te permet de valider c'est quoi les modifications. Puis en plus, ça te permet Absolument. d'apprendre en cours de route, là. Absolument. Donc, l'affaire, c'est vraiment comprendre. C'est comme, encore une fois, c'est comme un outil, OK? Et puis, pour tout outil, il faut comprendre son utilité, puis ses fonctionnalités, puis qu'est-ce qu'on est capable de faire avec. Si on le prend à, si on n'arrive pas à l'explorer comme il faut, on va rester à un niveau de surface et puis on va pas vraiment l'utiliser assez bon avec des utilisations bienveillantes, bien sûr, mais à son propre vraiment force, alors qu'on peut l'intégrer pour accompagner nos étudiantes et étudiants d'une façon extraordinaire. Et puis comme je te dis là, on peut aller très 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 loin avec ces Puis outils. pour les profs, Donc, est-ce qu'il y a d'autres pour types les profs, d'applications? Oui? T'as du pour fun les comme profs, prof écoute, aussi? moi là, quand je l'imagine, et puis j'espère qu'on va y arriver de plus en plus, quand on parle de la personnalisation des apprentissages, quand on parle de toute la question des analytiques de l'apprentissage, des tuteurs intelligents, des agents conversationnels, je l'imagine comme si j'avais un auxiliaire d'enseignement avec moi pour chacun et chacune de mes étudiants. Ces auxiliaires-là, intelligents vont pouvoir appuyer, donc suivre, accompagner chacun et chacune de mes étudiants et étudiantes. Ils vont pouvoir les tester, les challenger. Ils vont pouvoir aussi s'assurer qu'ils ont accès à ce dont ils ont accès, puis elles ont accès, mais aussi ils vont Peut-être faire pouvoir signe me au prof revenir aussi lorsqu'il y a un étudiant exactement qui a quand il y plus a de un difficultés. problème. Puis... Exactement. Donc, me signaler à chaque moment quand est-ce que je dois absolument intervenir. Et puis, je crois que c'est un défi qu'on a en enseignement. Et puis, on a cette intention, et puis on a cette volonté d'être prêt, puis proche, et puis attentif à chacun et chacune de nos étudiants, mais avec toutes nos responsabilités. On peut pas prétendre qu'on est là 24/7 à côté de nos étudiants et étudiantes Ah pour non, on vraiment peut les vraiment pas accompagner être là là où on veut. 24/7, c'est Exactement. sûr. Alors, si on a si on a un outil, OK, qui est capable de le faire sans se fatiguer, sans avoir besoin de prendre des pauses et puis être là quand l'étudiant et l'étudiante en ont besoin. Parfois, on a des étudiants qui vont travailler à 2 heures du matin. OK, mais ils ont besoin d'un accompagnement. Ils ont d'une question, de quelque, pourquoi ne pas avoir un outil en qui on a confiance et puis on a confiance. Encore une fois, c'est comme toute la programmation et puis il faut vraiment s'assurer de le tester. Et encore une fois, sur toute la question d'éthique critique et responsable. Mais Oui, puis la là, question on de est la dans la confiance est promesse et puis importante. oui, mais tu imagines si on peut donner ça à nos étudiants? Où est-ce qu'on peut aller avec tout ça? C'est extraordinaire. Oui, Ouais, c'est là, vrai que les quand je promesses m'excite, sont... moi, je suis très... Non, non, mais j'imaginais en tant que prof aussi tu sais, de l'aide à la correction, de l'aide, justement, un accompagnement un petit peu plus personnalisé.
Ces outils-là, ils pourraient se parler aussi, si on voit des petits tuteurs individualisés, ils pourraient se parler aussi entre eux pour signaler aux profs que, écoute, Absolument. on est 20 tuteurs, là, puis les 20 étudiants ont de la misère avec tel sujet, donc ce serait bien que tu reviennes sur ce sujet-là en classe. Donc, Absolument. je le vois très bien. Puis, Absolument. puis pour ceux qui administrent tu sais, bon, les étudiants, moi, c'est comme ça que je vois là aussi le système d'éducation, donc les étudiants, les profs, mais pour les administrateurs, tous celles et ceux là, qui travaillent dans le système, est-ce qu'il y a des promesses aussi pour eux, là, si on prend un Écoute, pote ça fait, encore en ouais, surplomb, là, un peu plus, là? absolument. Ça fait, ah, ah, depuis un bout de temps que je m'intéresse énormément au travail énorme et puis extraordinaire des services de soutien à l'enseignement, du fait que les conceptrices et concepteurs aussi y travaillent. Donc, c'est un contexte hyper important pour mes étudiants et puis étudiantes, mais aussi pour ce que ces services-là amènent à notre système et puis à notre université. Et puis, durant la COVID, c'était super intéressant. C'est pas la COVID qui est Oui, intéressante, c'était c'est super ce qui intéressant, s'est la COVID. passé durant, non, Ben, d'accord. ce qui, ce qui s'est passé durant la COVID, c'est que avant la COVID, ces services de soutien à l'enseignement n'étaient pas valorisés autant comme vraiment leur travail énorme dans les coulisses, on le voyait pas vraiment, puis on le valorisait pas autant. Alors qu'avec la COVID, on a vu combien ces services sont importants. Et puis, on a Ah vu oui, aussi vraiment. leur capacité. Combien ces services-là peuvent vraiment venir appuyer nos enseignants. Et puis, il faut se rappeler que nous, non, là, à l'Université Laval et puis dans toute autre institution d'enseignement supérieur, on a les stars, on a les meilleurs des meilleurs dans leur domaine, OK? On est vraiment avec les grands, tu sais, comme des innovateurs et puis des chercheurs C'est pas toujours extraordinaires. les tops dans Mais la pédagogie, mais merci. dans mais c'est ça, là, Merci. c'est ça que C'est je ça ce savais que que t'allais là, là. ouais, c'est exactement ça. Puis Alors, ces heureusement qu'on a ces personnes-là, conseillers-là là, qui peuvent nous aider, nous accompagner. exactement. Ouais. Et puis, c'est ça. Alors, mais encore une fois, combien on a besoin d'avoir des personnes dans ces services-là? Alors, une des choses que j'avais Un par publiées, puis j'ai prof. publié ça dans la conversation, dans The Conversation, et puis Ah j'en oui. ai parlé, puis j'ai fait des présentations autour, c'est avoir un agent conversationnel euh, pour ces services de soutien qui, comme un service d'agents pour qu'ils puissent répondre aux questions de premier niveau, deuxième niveau à nos profs. Donc vraiment, il y a tellement de questions qui peuvent venir de la part de nos profs. Et puis aussi, à un moment donné, tu sais, comme on est à 3 heures du matin, on est en train de préparer un cours ou on est en train de réfléchir à quelque chose et puis on a besoin de quelque chose, d'une information, on peut comme chatter avec cet agent conversationnel qu'on sait qu'il a les données puis l'expertise, on a la connaissance de notre service de soutien à l'enseignement et puis les ressources, aux ressources de l'Université Laval. Et puis ça va pouvoir libérer nos experts et expertes pour aller encore plus loin dans toute la question de la réflexion sur comment l'enseignement doit aller, puis les expériences d'apprentissage, et puis aller chercher vraiment des expériences qui sont plus complexes. Donc, vraiment donner le temps à nos experts et puis expertes dans nos services pour pousser encore plus loin l'enseignement. Surtout que l'enseignement est en train d'être transformé avec tout ce qui est en train de se passer. Donc, on peut intégrer, puis ça c'est juste un exemple, comment on peut intégrer l'IA pour accompagner les services de soutien d'enseignement pour que ces services-là puissent mieux accompagner puis optimiser leurs services pour servir nos enseignants, nos professeurs et puis la communauté et puis nos étudiants. Donc, Oui, je le vois comme ça aussi, un outil pour nous libérer peut-être des tâches. Tu sais, on finit par faire plein de tâches qui, à la fin, on est bien loin de cette relation là, avec prof-étudiant significative ou mais non, moi, désolé, j'ai pas le temps, je corrige 40 000 copies, puis on se verra dans 2 semaines, ou je réponds à 22 000 courriels. Donc, on se concentre sur plein de absolument. tâches qui sont un petit peu redondantes, alors qu'on pourrait parfois déléguer ce genre de tâches-là un peu routinières et répétitives à des outils comme ça pour se concentrer, c'est ça, sur la relation prof-étudiant ou sur la relation conseiller et prof. Je le vois très Absolument. bien. C'est de bien belles. C'est, c'est, Oui, c'est toute la vas-y, on continue. collaboration. Tu sais, comme encore une fois, tu sais, comme quand tu travailler seul, c'est pas possible, n'est-ce pas? Pour évoluer, tu as besoin de travailler en équipe. Et puis, c'est juste imaginer cet outil-là comme un membre de ton équipe.
qui a des capacités un peu plus avancées et développées, et puis qui va pouvoir vraiment appuyer Des l'équipe, connaissances puis appuyer ton spécialisées, ça, travail très certain. Là. Il est capable de faire des aussi. choses que je suis vraiment pas capable de faire, puis il est pas capable de faire des choses assez simples que je suis capable de faire aussi. Donc, je le vois comme ça. Oh, c'est OK. De bien belles promesses. Ça fait rêver, Nadia, mais j'aimerais quand même aller voir un peu les défis parce que ça se fera pas comme ça aussi Non, facilement que ça, j'imagine. Là. On le voit là, avec ChatGPT, ça se fait pas aussi dans le bonheur que ça là, depuis un an, depuis que OpenAI a décidé de lancer l'outil. Là. Ça me fait rire ou ça me rend triste un peu leur façon de faire. On crée un outil puis on le lance dans le milieu de. Ici, c'était dans le milieu de l'éducation, puis on regarde ce qui se passe, puis on observe, puis ça brûle un peu à gauche et à droite, puis on observe. Donc, il y a des défis quand même importants. Si on se place du côté des étudiants, des étudiantes, c'est quoi le défi? Ben, les défis, peut-être pour eux, là, un étudiant qui va utiliser chaque jour ce genre d'outil-là, c'est quoi les défis qu'il va devoir relever? regarde, en discutant avec les étudiantes et étudiants, il y a plusieurs défis, mais les deux majeurs. Le premier, comme tu sais, avec ChatGPT, oui, il peut nous amener des éléments extraordinaires, mais la question de la requête, savoir comment poser ta question et puis comment amener l'outil à vraiment te donner ce dont tu as besoin et puis vérifier tout ça. Ça, c'est quelque chose que, tu sais, comme ce sont des compétences qu'il faut développer absolument. Sinon, on va utiliser l'outil pour arriver à des hallucinations et hallucinations et puis Hallucination, hein? exactement, et puis perdre du temps pour rien. Donc, vraiment toute la question de la requête, donc du La prompt requête. prompting. On avait le même genre de Euh, problème avec tu sais, moi, je me rappelle Google au début, quand mes enfants utilisaient ouais, des moteurs de recherche, puis là, ils me disaient, ben, je trouve pas l'info. Puis là, je disais, ben, donne-moi ton sel, là. C'est quoi les mots que tu as écrits? Puis là, je regardais les mots, ben, c'est ça que tu trouveras jamais avec ces mots-là. exactement, ouais, Donc, ouais, ouais, un ouais, apprentissage de comment parler, absolument. le langage de ces machines-là, utiliser les bons mots, appuyer sur les bons mots pour être sûr que ça réponde vraiment Oui, à ta demande. Là. absolument. Le deuxième défi que moi j'ai trouvé, ça vient de notre côté, honnêtement. Ça vient ça vient du côté des enseignants. Euh, les étudiants, et puis les étudiantes avec qui j'ai parlé, ont peur d'utiliser l'outil pour ne pas être accusés de plagiat. Euh, et puis, c'est, c'est comme si nous, comme enseignants et puis enseignantes, qui doivent donner l'espace de vraiment aller explorer ces outils d'une façon éthique, critique et responsable, comprendre qu'est-ce qui est possible, comprendre aussi où est-ce qu'on doit mettre la limite et puis vraiment comme dire ah non 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 ça passe pas du fait que on joue un peu à la police. On fait peur Mhm. à nos étudiants et puis on les empêche d'aller explorer ce que, en réalité, une fois qu'ils vont être sur le marché du travail, ils n'ont pas le choix et puis elles n'ont pas le choix que d'explorer. Sinon, elles vont être vraiment exclues de ce marché du travail qui est Oui. en train d'évoluer. Puis, je te dis là, dans le marché du travail, ça va vite et puis l'utilisation d'IA, l'intégration d'IA se passe très rapidement. Alors, créer ces barrières pour nos étudiants. Et puis, là, je te dis, là, des étudiantes et des étudiants qui me disaient, ah non, 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 je vais pas prendre de risque, je peux pas prendre de risque d'être accusée de plagiat. Mais je dis, OK, mais comment tu l'utilises? Et puis, je suis partie avec ces personnes-là pour leur expliquer, puis vraiment leur montrer comment on peut l'utiliser d'une façon responsable, et puis qui va pas mener à du plagiat. Mais malgré ça, elles avaient peur des profs. Donc, ça, c'est pas notre rôle de faire peur. Notre rôle, c'est de les accompagner pour une utilisation C'est ça. responsable. Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, ça, je crois que c'est un défi énorme qu'on doit absolument, comme communauté c'est vrai que le universitaire, plagiat, qu'on là, en la peur discute. du plagiat rapidement, alors que ben, c'est plus, moi je le vois plus comme l'utilisation parfois d'un outil qui n'est pas permis, là. C'est-à-dire que de la même façon, je le disais en conférence l'autre fois, de la même façon que des fois,
dans certaines circonstances, si tu apprends l'anglais, tu peux pas demander à ta mère qui est bonne en anglais d'écrire ton texte, là. Parce que là, le but, c'est que tu apprennes ta langue. Mais tu Ouais. peux demander à ta mère de fournir une partie d'information. Je sais pas, je connais rien à la politique, tu questionnes quelqu'un d'autre, puis après ça, ben, OK, mais je vais aller essayer de documenter ce que ma mère me dit, ça se peut qu'elle se trompe. Moi, je suis désolé, mais ma mère revient souvent dans mes exemples, mais je le vois comme ça. Tu sais, c'est une source externe. Ouais, Si tu nous fais croire que c'est toi qui écris, puis c'est ta mère, ça marche pas. Parce que là, c'est pas toi qui apprends, mais si tu consultes, tu exactement. valides, tu fais tes propres recherches après, tu confirmes, t'ajoutes, t'enrichis, là, il y a quelque chose qui se passe, là. Exactement, exactement. C'est ça. Et puis, je crois que ça, c'est quelque chose comme, c'est un apprentissage, et puis une façon de, encore une fois, de réfléchir les choses qui doit venir du côté de notre côté, comme corps enseignant. Et puis, pour pouvoir faciliter ça auprès de nos apprenants et puis apprenantes. C'est très important qu'ils y réfléchissent vraiment de façon très sérieuse. Puis pour les profs, eux autres, c'est quoi leur défi là, dans 10 ans, dans les 10 prochaines années, ces outils-là, les étudiants, il va y avoir des profs comme toi là, bien informés qui vont les avoir stimulés, ils vont être bons là-dedans. Leur défi, les enseignants, ça va être quoi? Regarde, moi, je me considère très privilégiée du fait que le travail, dans le cadre de ma chaire, ça me donne le temps d'explorer ces outils-là. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, le temps, avoir du temps pour explorer, je crois, c'est le plus grand défi parce qu'on ne peut pas savoir vraiment comprendre les possibilités avec un outil si on ne met pas vraiment comme du temps pour aller l'explorer, le voir, le tester, puis voir quand est-ce que ça vaut la peine de l'utiliser, ça vaut vraiment pas la peine de l'utiliser. Donc, ce privilège-là d'avoir le temps d'explorer, je crois que ça crée un défi auprès de Oui, notre corps enseignant. c'est la position, je pense que c'est ça, la première levée de bouclier, là, c'était un peu ça, là, c'est quoi cette histoire-là encore de nouvelles technologies? Je suis déjà dépassé, j'ai pas le temps de m'habituer, je vais l'interdire. Je pense que c'est un peu ça, là, le premier réflexe qui est tout à fait Ouais. compréhensible, mais effectivement, du temps, des lieux, une petite période là, où les professeurs pourraient l'utiliser, pourraient voir le potentiel, ce qu'on fait, ce qu'on peut tolérer, ce qu'on peut pas tolérer, comment on le fait. Ça Absolument. demande du temps. Absolument. Et puis des exemples concrets d'une personne. Ça prend pas que toute notre communauté embarque en même temps. Ça prend comme quelques personnes qui vont débuter et puis petit à petit en parler de leur expérience et puis en parler des défis auxquels et puis auxquels ils ont dû faire face et puis comment ils sont en train de l'implanter dans leur cours, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des petits pas, mais des petits pas qui vont ouvrir des possibilités à d'autres. Mais encore une fois, c'est comme si dans notre charge de travail, si vraiment dans notre organisation de ce qu'on est en train de faire, on n'a pas le temps de se donner, vraiment de se donner ce privilège-là d'explorer, ça va être difficile. Je te donne un tout petit exemple qui n'a rien à voir, qui est de côté, mais c'est en rapport avec la technologie aussi, et puis le privilège du temps. L'année passée, j'ai eu le grand privilège de travailler sur un projet avec la bibliothèque de l'Université Laval avec un don d'OVA. OVA, ils ont leur logiciel StellarX qui facilite toute la création d'expériences d'apprentissage en réalité virtuelle. Métavers, Et oui. puis, exactement, dans le métavers. Donc, j'ai eu toute une session, OK, pour aller explorer avec mes étudiantes et étudiants l'outil, mais aussi comment on peut concevoir une expérience avec cet outil-là. Quels sont les défis, quels sont les avantages aussi, puis comment on peut choisir et puis vraiment décider quand est-ce qu'on va embarquer dans une aventure pareille ou bien quand est-ce que on va pas aborder. Puis il y a eu plein d'apprentissages qui est sorti et que je vais partager avec notre communauté au fur et à mesure. J'ai commencé à le faire, mais c'est ça, c'est comme j'ai eu vraiment une session avec un appui d'étudiants, avec des étudiants qui étaient impliqués dans ce projet-là, avec l'appui de la direction pour que je puisse vraiment aller chercher et puis comprendre l'outil. Et puis c'est À quoi pareil ça pour ressemblait? l'intelligence artificielle. Je suis curieux de voir désolé, les outils comme le métavers, à quoi ça ressemble des expériences pédagogiques
en utilisant ce genre d'outils-là? Comment on fait pour... j'ai de la C'est misère là à présentement, m'imaginer. oui, là présentement, on est en train vraiment de parler de la réalité virtuelle. Oui, Donc, c'est vraiment une expérience immersive. Donc, ce qu'on a fait avec la bibliothèque, les étudiants ont recréé l'espace de la bibliothèque. Le quatrième étage, il a été recréé comme il est, avec tous ces détails, avec tous ces voyons. livres. C'était extraordinaire, sérieusement extraordinaire. Alors, tu portes ton casque et puis tu avances, tu vois tous les éléments de la bibliothèque. C'est comme si tu étais vraiment là. Et puis, on leur donne le but de la formation, Mais pourquoi les recréer la experts. bibliothèque de l'Université Laval? Moi, j'aurais Je, la bibliothèque d'Harry Potter ou quelque chose de non, plus parce que intéressant. oui, 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 mais c'est une très bonne question. Tu sais, pourquoi on fait une réalité virtuelle? Et on fait une réalité virtuelle pour aller passer avec une expérience qui va faciliter le transfert d'apprentissage. Donc, quelque chose que tu vas apprendre dans cet environnement-là. Un de nos défis, c'est vraiment la question de le transfert d'apprentissage. Donc, tu apprends quelque chose, tu veux t'assurer que cet apprentissage-là, tu vas pouvoir l'appliquer dans le monde réel. Alors, le défi de la bibliothèque qui a été identifié par les experts, les bibliothécaires, c'était quelque chose qu'on s'attendait pas. C'est comment identifier une côte. Donc, retrouver un livre à partir de sa côte. Et puis, moi, j'étais Ben comme, oui. no way que... Et puis, ça, c'est un défi que les étudiants et puis étudiantes ont. Et Ah, puis, c'est en vrai, hein. plus, on n'a pas des ressources pour que tu accompagnes chacun des étudiants et puis tu l'amènes là où tu dois, tu sais, comme où est le livre. Alors, ce qu'on a décidé de faire avec la suggestion vraiment de la bibliothèque, parce qu'ils ont dit que c'était le besoin client qu'ils avaient, c'est de recréer l'espace parce que les étudiants doivent se retrouver dans cet espace-là. Non pas dans la bibliothèque de Harry Potter, c'est vraiment l'espace de la bibliothèque, l'espace du quatrième étage, prendre leur côte, se naviguer les Apprendre à couloirs, retrouver un livre dans le système exactement, Dewey. et puis le retrouver à sa place. Et puis on a mis vraiment le livre et puis ils ont pu pouvoir prendre le livre. Donc c'est cette réalité-là, donc vraiment être très comment dirais-je, très proche de la réalité. C'est ça ce qui va faire de sorte que le transfert d'apprentissage se fait. Et puis une chose qui était super intéressante, il y a eu plein d'équipes qui sont venues tester notre formation à la fin. Et puis, une des équipes, c'était l'équipe de la direction de Madame la rectrice. Et puis, un membre de sa direction est passé à travers la formation. Et puis, soudain, on l'a vu, après quelques minutes, revenir avec le livre. Et c'était comme, oh, il est vraiment parti chercher le livre. À partir de la formation, il était comme, oups, je l'ai trouvé tout de Ça suite. Mais c'est fonctionne. ça, c'est exactement. Donc, c'est pour cela, l'expérience était super intéressante. Et puis, c'est pour cela, comme qu'on va vers la réalité virtuelle et puis augmentée, et ainsi de suite. C'est quand on veut ce transfert-là qui, avec tout ce qui existe présentement comme formation à la bibliothèque, ça amène pas au résultat dont on veut. Parce qu'il y a il y a des formations, on en parle de la côte, mais quand même, il y a un problème. Donc là, on est parti vers une expérience immersive qui ressemble vraiment comme elle est très, très proche, très fidèle à la réalité pour aller comme créer Ah une oui. expérience d'apprentissage qui va faciliter le transfert. Donc, tu vois là, mais sans passer à travers l'expérience, j'aurais jamais vraiment, alors que moi je l'enseigne dans mes cours, la réalité virtuelle, mais j'aurais jamais vécu comme il faut les défis pour créer une expérience d'apprentissage dans un monde virtuel, ok, en pensant au métavers qui va être la connexion entre, tu sais, comme tu peux Entre les deux. imaginer une réalité virtuelle où les différentes bibliothèques sont connectées, puis les étudiants vont pouvoir passer à travers toutes les différentes bibliothèques. Ça pourrait être extraordinaire. Mais bon, c'est en passant à travers ça que j'ai compris qu'est-ce que je dois aussi enseigner à mes étudiants dans mes cours et puis les préparer à ces défis-là parce que concevoir une expérience d'apprentissage en présentiel, c'est différent qu'en ligne, mais c'est encore plus différent quand tu es Réalité virtuelle. en immersive. Ouais. Et pareil, là, si on revient à l'intelligence artificielle, c'est pareil. Ce sont des outils, c'est un monde extraordinaire, mais on a besoin d'expérimenter pour comprendre. Génial. Écoute, Nadia, on fait le tour. C'est quasiment nos sujets de l'année passée. ChatGPT, la réalité virtuelle, le métavers. Un autre thème que je voulais aborder avec toi, parce que j'ai vu plusieurs textes sur ce sujet, puis je trouve que c'est un sujet en matière d'intelligence artificielle on ne peut ou pas assez aborder, je dirais, dans notre podcast. C'est la question du deepfake. Je vois que tu traduis par hyper
hyper-trucage, un beau mot que j'adore. Je veux t'entendre sur les deepfakes, sur l'hyper-trucage. Je vois que tu t'intéresses à ça. Pour celles et ceux qui sont moins habitués, ben c'est des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent de créer du faux, en tout cas, de tromper, de mentir, mais avec une compétence, une aisance inégalée. On parle de fausses images, de fausses vidéos, de fausses pistes audio aussi. Donc, toutes sortes d'outils pour traficoter, ajuster, truquer, tiens, la réalité, puis donner de la vraisemblance, je dirais, au mensonge. Évidemment, là, on parle il y a toutes sortes d'abus, là, de fraude, de mensonges, de la tromperie. Des choses qui existaient dans notre société là, bien avant que l'intelligence artificielle s'en mêle. Mais ben, je pense entre autres au photoshopping. Là. Ça fait longtemps que le Photoshop, là, ça nous a aidé à traficoter un peu les images. Donc, c'est pas Dali là, qui a inventé ça. On a vu ça aussi dans la propagande politique aussi. Ça fait longtemps qu'on traficote des discours, on traficote des images, on traficote des vidéos même. Mais plusieurs craignent maintenant que ces nouveaux systèmes d'intelligence artificielle intensifient, je dirais, ces problèmes. Nadia, dans tes travaux, tu parles de deepfake. As-tu d'autres exemples de deepfake? Ouais, donc je suis là, on passe de rêve à quelque chose qui On est une rêve moins, là. réalité. Oui, écoute, là, on va rêver d'utiliser cette technologie d'une façon bienveillante. Parce que avant de passer je crois que peut-être on va commencer par un peu de positif, et puis après on va aller OK. dans du négatif. Tu sais, avec l'hypertrucage. Il y a tellement d'utilisations intéressantes. Je ne sais pas si tu as entendu parler du musée de Dali. Il y a toute une belle exposition de Dali. Et puis, le musée a travaillé avec les données de Dali pour que Dali euh, accompagne les visiteurs avec vraiment comme... Ils ont rendu Dali vivant pour interagir avec les visiteurs et puis expliquer les œuvres et puis prendre un selfie à la fin avec les visiteurs de son exposition. Donc, on a des choses intéressantes. Après l'explosion de Beyrouth, je ne sais pas si aussi tu as entendu parler de l'explosion du port Ben de oui. Beyrouth, donc une grosse explosion qui s'est passée. Puis une chaîne de télévision, et puis jusqu'à présent, les personnes coupables n'ont pas été... mais bon, c'est une Condamné, autre oui. histoire. Mais bon, une chaîne de télé a repris les victimes. Et puis avec le consentement des parents, ils ont fait un deepfake où les victimes demandaient la justice. Et puis ça, c'est aussi quelque chose qui comment dirais-je, qui fait bouger aussi parfois des réactions un peu plus fortes. On a aussi le deepfake qui était utilisé dans Fast and Furious pour refaire, pour que Paul Walker puisse Oui, le continuer personnage. Je suis pas un exactement. connaisseur de la série, là, mais je sais qu'ils ont Mais réinvité un personnage qui était décédé, c'est ça? oui, absolument. Et Pourquoi pas? puis il a continué. Il a continué avec ça. On a aussi, on utilise le deepfake ou bien l'hypertrucage dans des comme à thème pour trouver des personnes perdues. Donc, il y a vraiment beaucoup d'utilisation de la technologie d'hypertrucage qui pourrait être super intéressant. Par contre, présentement, malheureusement, avec des personnes qui ont des intentions malveillantes. Il est utilisé pour, comme tu dis, parce que c'est vraiment du contenu qui fait faire dire à des personnes des choses qu'elles n'ont jamais faites ou dites. Donc, il est utilisé pour détruire des réputations, pour faciliter l'exploitation sexuelle des enfants, pour commettre des actes de cybercriminalité, pour diffuser de la désinformation à des publics cibles, pour falsifier Vraiment, ou manipuler des preuves, perturber les processus démocratiques, ainsi de suite. Même, il y a des recherches qui parlent de la capacité de ces deepfakes pour créer de faux souvenirs. Du fait que tu vois, le public, il voit à plusieurs reprises des vidéos qui vont croire que oh c'est oui, ça correct, même finit si par après, ils vont... s'installer dans la mémoire. Puis, Exactement.
Et puis, on a aussi toute la question du déni de la science, parce qu'à un moment donné, OK, mais qu'est-ce qui est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment de la science ou pas? On a tout ce qui est incrédibilité par défaut. Donc, du fait qu'on sait que il y a plein de vidéos qui sont pas vraies, là, on va automatiquement rien croire et faire Mm. confiance à rien. Et puis aussi, on a toute la question de la dividende du menteur. Et puis, ça veut dire que, tu sais, comme là, quelqu'un peut faire un crime et puis il est pris par une vidéo et puis il va dire non, désolé, c'est un C'est pas deepfake. moi. Et puis c'est Deepfake. tellement Je difficile. connais un personnage aux Exactement. États-Unis qui aimait ça dire ça, là. Fake, fake, fake. C'est pas Ouais. vrai. C'est pas moi qui. C'est pas vrai. Alors que c'est vrai. Alors que Donc c'est vrai. il y a tous exactement. Alors il y a tous ces dangers là, mais aussi tu sais comme quand on parle de deepfake là, j'ai embauché un auxiliaire de recherche qui est en train de faire un travail extraordinaire pour aller vraiment collecter les différentes applications, les différents risques que les différents domaines et contextes qu'on a les deepfakes dans différents contextes. Alors tu as dans tout ce qui est financier, tu as médecine, tu as dans les on a parlé de tout ce qui est politique, on a en éducation, mais on est vraiment il y a pas un contexte qui est protégé de ces trucages-là, des risques de tomber dans la désinformation. Moi, j'ai monté Et un c'est dossier récemment, Nadia, sur le deepfake, mais en recherche, donc en sciences. C'est peut-être le dernier rempart, là, c'est celui-là, là, où on voit des chercheurs qui utilisent, ben, ChatGPT, ils l'utilisent aussi pour produire du texte. On voit le regenerate, là, tu sais, en fait, ChatGPT, on voit cette expression-là apparaître dans les textes. On voit des images qui sont générées par du deepfake, là, au lieu de faire 20 photos, des vraies photos pas d'un organe, ben, on fait générer des photos puis on publie ça dans les revues. S'il fallait que le deepfake se rende jusque dans les publications scientifiques, en fait, il est déjà là, mais il fallait que ça se ouais. répande un peu trop, la confiance du public, là, c'est fragile, là. Absolument, absolument. Et puis on n'est pas, encore une fois, ça fait, je te dis un truc, j'ai commencé à travailler sur la désinformation depuis mon doctorat. Donc moi, j'ai travaillé sur toute la question de la désinformation il y avait la crise des réfugiés syriens. Et puis toute la désinformation qui sortait avec cette crise-là. Et puis dès qu'on a commencé à parler de deepfake et puis l'intelligence artificielle qui venait, comme je me suis penchée sur Ben ces oui. deepfakes-là. Et puis ça fait un bout de temps, ça fait 2 ans et quelques que j'ai été subventionnée par le CRSH et puis Patrimoine Canada pour aller explorer comment on peut développer l'agentivité numérique des jeunes pour contrecarrer ces deepfakes-là. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que les jeunes, OK, qu'on considère, comme, il y a beaucoup de recherches qui disent, les jeunes, ils vont tomber dans les pièges, ainsi de suite, mais c'est pas vrai. Non. On a des jeunes qui sont vraiment très attentionnés, puis qui sont très, comment dirais-je, très attentives, et puis ils ont vraiment ils ont cette belle agentivité, et puis ce beau sens critique. Ils sont nés dans la Mais par contre, technologie, là, donc ils sont souvent sensibles, en tout cas, ils sont plus sensibles que mes parents. Tiens, je vais le dire là, sur. Des fois, ils là, sont, ouais, détecter ça, là, ils ont une sensibilité peut-être plus grande. ouais, mais qu'est-ce qui les a arrêtés? C'est la question de se protéger et puis vraiment comme s'assurer que il va, tout d'abord, il y a la question de se protéger parce que oui, il détectait qu'il y avait par exemple une désinformation, un deepfake qui passait, ils se partageaient ça entre eux, mais il n'allait pas plus loin parce qu'il ne voulait pas rentrer dans un débat avec des personnes qui diffusent la désinformation parce que c'est hyper dangereux. Il veut pas tomber comme victime des personnes qui vont diffuser de la désinformation à travers des deepfakes, mais Mhm. aussi parce que d'après eux, c'est une personne, disons, leur voix ne comptait pas. Et puis, c'est les faire vraiment réfléchir à le pouvoir de leur voix et puis le pouvoir à pas nécessairement aller vraiment comme être ouvert, comment dirais-je, comme être partout pour dénoncer un deepfake, mais vraiment en parler avec leur communauté, avec leur groupe, leur famille, ainsi de suite. Donc, l'effet qu'ils peuvent avoir pour protéger les autres. Donc, on est passé à travers plusieurs séances où
on a discuté des deepfakes qu'ils ont vraiment exploré puis compris, mais après, ils sont passés à travers des ateliers de création de deepfakes. J'ai fait exprès qu'ils créent eux-mêmes des deepfakes dans un cadre de 3 heures. Et en 3 heures, chacun a créé un deepfake. Alors, tu peux imaginer, là, en sortant de l'atelier, ils étaient comme, no way, c'est pas possible qu'en bas de 3 heures, avec des On outils est auxquels ils capable ont de faire ça. accès, on est capable de faire des deepfakes qu'on peut partager partout. Alors, on peut pas rester silencieux. Et puis, c'est comme ça que toute la réflexion concernant, OK, mais c'est quoi notre rôle vraiment? Comment on va devoir nous protéger notre communauté, protéger notre société, puis protéger vraiment comme le monde avec, parce qu'on est manipulé avec toutes ces Les former désinformations. Et puis, aussi, c'est ça le défi. Là, c'est comme la semaine dernière, il y avait c'est Radio-Canada là, qui parlait d'une application pour dénuder des personnes. Puis j'imagine que l'industrie de la pornographie doit déjà ah avoir ouais. son emprise sur ce genre de technologie. Là. Est-ce qu'il y a moyen de les former, ces étudiants-là, en cette matière? Comment on commence par quoi, là, à part Bon, on leur fait faire un deepfake de 3 heures, là, mais de Ouais. façon générale, dans nos écoles, ils sont privilégiés, dans le fond, de passer à travers tes cours, Nadia, mais de façon générale, comment on peut les former? Écoute, on parle toujours de sensibiliser et on parlait ça quand on parlait des médias sociaux. Là, on parle avec ça, la question de sensibiliser, mais d'après mes recherches, on doit aller beaucoup plus loin que juste les sensibiliser. On a besoin de les équiper, les outiller pour qu'ils Les puissent prendre former. un rôle vraiment, pour qu'ils puissent contrer cette désinformation-là. Parce que les former à faire quoi? C'est vraiment la question d'être éduqués pour se protéger eux-mêmes et protéger leur entourage Les et puis la autres. société Hmm. tant qu'ils peuvent, les autres, exactement. Et puis pour le faire, ils ont besoin d'être outillés puis de savoir comment ils peuvent amener des faits et puis interagir avec des personnes qui sont malveillantes, tout en se protégeant. Donc cette communication en ligne, comprendre comment agir en ligne, comprendre comment aussi s'assurer d'avoir un œil attentif, puis une oreille attentive, et puis prendre le temps d'éduquer les autres et puis de sensibiliser les autres. Puis on parlait tantôt des parents et puis moi je reçois plein de vidéos et puis je dois à chaque fois de ma famille et puis je dois à chaque fois dire ok mais ça c'est un fake. Mais attention à cet élément-là. Mais attends, mais c'est vrai. Et puis là une autre recherche que là j'espère que je vais embarquer dedans, c'est avec les personnes âgées ou bien des personnes qui sont hors des écoles, pour pouvoir les équiper aussi, pour qu'ils puissent et puis Hmm. qu'elles puissent tout d'abord Ben oui. identifier, puis le truc, c'est qu'avec l'œil nu, là, on va pas pouvoir identifier. C'est tout le questionnement qu'on va se faire aussi, ok, concernant ce qu'on est en train de voir pour qu'on puisse savoir si c'est un deepfake ou pas. Donc, il y a tout un travail qu'on a besoin de faire. On doit éduquer nos éducateurs aussi pour qu'ils puissent avoir cette discussion qui n'est pas tout le temps facile, surtout quand les deepfakes sont utilisés dans des contextes politiques, dans des contextes qui sont avec des sujets qui sont hypersensibles. Donc, il y a toute cette conversation-là qui doit se faire. On a du travail à faire, puis on peut pas passer à côté puis dire, OK, c'est pas grave. Là, on va le flaguer. On va juste mettre un petit drapeau rouge que ça fonctionne pas. C'est comme c'est un deepfake et puis passer à côté. Puis on va le donner juste dans un petit cours dans notre curriculum. C'est beaucoup plus que ça parce que C'est c'est pas en train assez. d'atteindre notre société comme toute notre. Ouais, vas-y. Je peux parler Oh des non, heures à c'est propos ça. de ça. Non, mais c'est pas assez. Puis souvent, ces enjeux-là, tu sais, le mot sensibiliser, moi, je le vois circuler, puis surtout tu sais, en matière d'éthique, puis on est toujours dans la sensibilisation, mais à un moment donné, il faut former. Il faut falloir juste On arrêter de doit dire. passer à l'action. C'est pas en Ouais. disant que Dali existe, puis là, ben, je vais vous montrer quelques images, vous êtes sensibilisés. Non, faut former, il faut que les gens deviennent compétents, puis ça se fait pas avec une petite pub là, de 30 secondes à la télé pour sensibiliser tout le monde. Là. Faut le voir, faut le Absolument. faire, faut mettre les mains dedans, faut comprendre comment ça fonctionne, faut voir plein d'exemples, qu'est-ce qui peut se faire, qu'est-ce qui peut se faire aisément en 3 heures. Faut le savoir, ça. Là. Ouais, ouais. Et puis, une chose importante que j'aimerais ajouter, Jean-François, c'est les personnes. Tu sais, comme quand on dit on doit les former, on doit les équiper, on doit vraiment discuter et puis leur faire valoir la valeur et puis l'importance de leur agentivité.
Pourquoi leur rôle compte? Pourquoi leur intervention est importante? C'est pas vrai que une personne, ça change pas le monde. Oui, une personne ajoutée à une autre personne, ajoutée à une autre personne, ça va protéger notre communauté, ça va protéger notre société. Mais si on reste dans notre bulle en train de se protéger par peur, parce qu'on sait pas comment agir, là, on va juste être victime et puis laisser les autres tomber victimes de ces hypertrucages, de ces defects, la désinformation. C'est vrai. C'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est vrai que dans les grands systèmes, on a l'impression que, comme individu, on n'a pas d'impact. On fait partie du système. Puis, qu'est-ce que ça va changer mon geste? Qu'est-ce que ça va changer que je sois formé? Mais si on les forme tous ou une majorité critique, ça peut vraiment faire une différence sur la gestion du problème dans son ensemble. Écoute, Nadia, ben, je pense qu'on aurait fait le tour du moins 45 minutes. Ça me semble une belle durée pour cette belle rencontre. On va être obligé de conclure. Merci mille fois, Merci. Nadia, d'avoir accepté de participer au podcast IA Café. Merci à toi, Jean-François. Je peux parler avec toi pour 5 heures, 6 heures. Ça s'est passé très rapidement. Oh my God, je m'attendais pas à ce que ça soit si rapide que ça. Eh oui, c'est ça, Nadia. On reprendra là, dans un an, voir où t'en es avec tes nombreux projets. Écoutez, on va conclure. Donc, c'était Nadia Nafi. Elle est professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Elle est aussi titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les pratiques pédagogiques innovantes en contexte numérique, financée par Banque nationale. Merci, Nadia. Ce sera dit. Et à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, merci de nous écouter, de nous accompagner au cœur de nos recherches sur les enjeux éthiques, sociaux, légaux, économiques, techniques, sociétaux et gouvernementaux associés à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.